Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un sportif un peu atypique qui n'est pas que sportif, mais qui n'est pas que entrepreneur, mais qui n'est pas que sportif, qui n'est pas que... Enfin bref, on vient de se faire une petite discussion en off. Normalement, je me dis 5-10 minutes avec mon invité, ça fait une demi-heure qu'on discute. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Je pense qu'on va bien se marrer, qu'on va bien s'entendre. Et puis je vais essayer justement de me mettre bien à votre place pour pas être trop dans notre propre délire. Bref, je suis très heureux de recevoir Kevin Soler. Salut Kevin. Salut. Tu vas bien ? Eh ben écoute, ça va après cette demi-heure. Écoute, voilà, c'était détendu. On allait lancer le truc pour être totalement transparent avec les auditeurs. Et puis mon matos a été un peu défaillant, donc on en a remis une couche. Et puis finalement, ça fait encore un quart d'heure de plus. Donc voilà, écoute, on est bien parti, on est chaud. Et d'ailleurs, la première question que je pose à tous mes invités, je leur demande de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Kevin Soler ? Oh là là, je dois parler de moi à la troisième personne ou pas ? Parce que... Non, tu peux parler de toi à la première personne. Moi, je pose juste la question comme ça. Après, tu fais comme tu le sens. T'es chez toi. Ouf, j'ai eu peur. J'avais un côté Alain Deloin qui revenait un peu trop vite. Ouais, mais de loin. Donc effectivement, Kevin Soler, 32 ans, fraîchement marié, une fille de 13 ans. Je suis un passionné donc de plein de choses, notamment d'entrepreneuriat, puisque c'est mon métier depuis 2012 maintenant. Et même un peu avant, parce que j'avais déjà monté des petits projets, des petites boîtes avant ça. Je suis aussi un passionné de sport, puisque j'ai fait une carrière dans le sport à côté du business. Passionné de jeux de cartes à collectionner, un côté un peu geek avec les cartes Magic. Musicien à mes heures perdues, puisque je joue depuis que j'ai 14 ans de la guitare et je collectionne du coup les guitares vintage. Enfin voilà, j'aime plein de choses, notamment l'alpinisme en ce moment. C'est un peu mon délire d'aller dans la montagne et de faire des photos d'animaux. Ouais, bon, on a parlé un petit peu de tout ça. T'as résumé une demi-heure de discussion en 30 secondes, c'était pas mal. Attends, tu nous as dit que ça fait depuis 2012 que tu montes des boîtes. On est en 2024, donc ça fait 12 ans, t'as 32 ans, donc t'as commencé à 20 piges, quoi. Ouais, en fait, j'ai commencé même un peu avant, puisque j'ai fait une école de commerce. À 18 ans, j'ai fait un premier stage en Angleterre, et ce stage, j'ai monté une boîte avec un Anglais. Bon, la boîte n'était pas à mon nom, mais on a monté cette boîte ensemble sur mon stage. Je suis parti après d'Angleterre, je suis
aller sur ma 2e année d'école de commerce et là je suis parti en Australie où j'ai monté une boîte. Là pour le coup c'était ma propre boîte. J'étais contractuel sur tout ce qui était vente en porte-à-porte. Donc on est un peu dans Loup de Wall Street à l'époque, c'est assez marrant. Et j'ai monté cette boîte qui a bien performé avant de finalement être embauché par une branche de Google et rentrer en 2012 à Sainte-Maxime, monter cette entreprise qui est Virtim, qui est mon entreprise actuelle. Donc effectivement ça a été depuis toujours. Hein. Wow. Ouais, t'étais même pas encore sorti d'école de commerce, t'avais à peine commencé l'école de commerce que t'étais déjà businessman. On va rester un peu sur ce côté entrepreneuriat, entrepreneur, avant de bifurquer sur le côté sportif, puis après on va mélanger un peu les deux. Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans le fait, justement, de monter des boîtes, les laisser tourner, récupérer les dividendes, récupérer les boîtes, revendre les boîtes, être salarié qu'est-ce qui t'anime dans tout ça ? Alors, tu as dit plein de trucs et beaucoup étaient fausses. Super, génial. C'est rare de me faire bâcher comme ça par mes invités, mais j'aime bien. Non, je taquine. En fait, j'ai jamais récupéré les dividendes de la boîte dans laquelle je suis. J'ai toujours laissé ça pour que la boîte continue de grossir. Puisque ce qui m'anime, déjà, c'est absolument pas l'argent. Je redis absolument pas l'argent. C'est important, c'est pas ce qui m'anime du tout. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment cette capacité d'apprendre de nouvelles choses. Donc d'être challengé tous les jours, que ce soit avec mon équipe, que ce soit sur un nouveau produit. Là, tu vois, en ce moment, on développe une branche d'IA, d'intelligence artificielle. Et moi, je me régale, je suis comme un enfant, en fait. J'apprends plein de nouveaux trucs. Tous les jours, ça bouge. Techniquement, il y a plein de nouveautés. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai pas revendu de boîte, j'ai investi dans des boîtes en tant que business angel. Donc là, ce qui m'anime, c'est plutôt les rencontres et de voir d'autres passionnés, puisque finalement, tu te rends compte que quand tu es entrepreneur, il y a plein de côtés positifs que mettent en avant de super émissions comme Qui veut être mon associé, et c'est bien, hein, ça évangélise sur nos métiers. Par contre, il y a tout le côté négatif qu'on voit pas, hein, le stress, le recouvrement, les collaborateurs, les procès, les machins, enfin tout ce qui va derrière et qui est pas forcément super. La prospection, parce que monter une boîte, c'est bien, mais si t'as pas de prospect qui se transforme en client, en fait, tu dures pas longtemps. Une fois que les allocations chômage s'arrêtent, c'est fini. Ouais, puis moi, j'en ai jamais eu d'allocation chômage puisque j'étais en Australie avant. Donc du coup, j'avais pas de statut, j'ai jamais bénéficié de ça puisque j'ai quasiment jamais été salarié. Au-delà de ça, ouais, comme tu l'as dit, la prospection, c'est pas forcément ce qui fait rêver tout le monde. Même si moi, pour le coup, c'est un de mes trucs favoris, puisque ma carrière en Australie, c'est ce que je faisais, et j'ai toujours aimé ce côté vente. Tu disais tout à l'heure, tu fais du business depuis que tu es en école de commerce, mais en fait, j'en faisais déjà avant, puisque je me rappelle au collège et au lycée, échanger des cartes Magic contre des Warhammer contre des jeux vidéo, revendre des jeux vidéo, racheter des Warhammer, etc. Et déjà avoir ce côté, j'aimais bien faire du business, et c'est pas... pour redonner un truc un peu bullshit qu'on peut voir dans X podcasts de gens qui s'inventent des vies. Moi, j'ai toujours eu cette fibre. Et je le faisais pas encore une fois pour l'argent, c'était plus pour le plaisir du bon deal, tu vois, de gagner. Et je dis souvent cette phrase, je préfère 1000 fois une coupe à un chèque. Et c'était vraiment le kiff d'avoir fait le bon deal. Et à la fin, je me suis dit, j'ai gagné, j'ai fait un bon deal. Bon alors, je recentre quand même le podcast dans les vestiaires. C'est pour savoir comment est-ce qu'on vit de et par sa passion pour les sportives et les sportifs de haut niveau. Donc, j'entends tout à fait. Et moi, c'est pareil. Hein, je préfère une bonne coupe qu'un bon chèque. Par contre, nos amis les sportives et les sportifs, ils préfèrent aussi le chèque qui va avec la coupe. Voire même, t'as peut-être pas forcément la coupe quand t'as la médaille du 2e ou du 3e. Mais tant qu'il y a un chèque derrière, c'est pas mal pour en vivre. C'est clair, d'autant plus que, comme on en discutait juste avant, moi j'ai un parcours un peu particulier puisque je me suis mis au sport vraiment de haut niveau. Alors j'ai toujours fait du sport, on va dire pro, semi-pro ou très très bon amateur, on va dire, dans plein de disciplines avant, parce que j'ai toujours eu cette propension à faire du sport et toujours aimé le sport en général. En street workout en 2012, donc je rentre d'Australie, je quitte un job où je bossais pour une branche de Google, 19 ans, j'avais 500 personnes qui travaillaient dans mon équipe, donc quand même... très gros job, très grosse responsabilité, très gros salaire. Je rentre en France pour monter cette boîte et en parallèle, j'ai un pote qui me dit Kevin, j'ai vu une vidéo, il y a un mec qui fait des pompes sans les pieds, je suis sûr que c'est truqué, toi qui es dans l'imagerie, confirme-moi que c'est truqué. Je vois la vidéo, je dis bah non mec, en fait tout ça marche, c'est vrai, le mec fait vraiment des pompes juste sur la force de ses bras et de ses épaules, c'est dingue mais c'est le cas, ce qu'on appelle une planche d'ailleurs. Et il me dit non mais non arrête. Et je lui dis tu sais quoi, vas-y, allez, challenge accepted, je me laisse un an, dans un an je fais pareil. Et pour la petite anecdote, 6 mois plus tard, je me retrouve en Lettonie à faire les championnats du monde de street workout, où je faisais déjà ce mouvement, effectivement. Je me retrouve du coup à officialiser 6 records du monde en street workout. Donc ce qui a été compliqué, c'est que j'ai dû gérer le business plus ça à côté. Heureusement que j'avais le business pour vivre, même si j'étais payé pour mon sport. J'étais d'ailleurs le seul Français et le premier Français à avoir été payé pour cette discipline, avec un sponsor majeur qui était Reebok, qui s'est vraiment intégré dans ces disciplines-là. Il y a eu le CrossFit, mais il y a eu le street workout avant pour Reebok.
Donc ça a été très compliqué pour moi de gérer au départ parce que moi, il n'y avait pas le côté comment je finance, puisque j'avais mon job à côté, mais c'était plutôt le côté comment ça ne va pas impacter les performances de mon entreprise du fait que je prenne du temps pour faire du sport. Donc l'un dans l'autre, ça revenait à la même chose, mais c'était assez particulier le fait que j'ai fait les deux en même temps, parce que souvent les profils, tu fais du sport de haut niveau, après tu montes une boîte, ou à l'inverse, tu montes une boîte, tu la revends et après tu te lances un challenge sportif. Moi, j'ai fait les deux, c'est pas contre mon gré, je l'ai choisi, mais ça s'est fait un peu de manière inopinée, quoi. Naturellement, on va dire. Naturellement, ouais. Bon, ça vient peut-être aussi de ton profil, de ta façon d'être. On parlait un petit peu justement de certaines facilités que tu peux avoir, que peut avoir ta fille. Bon, on y reviendra. Tu disais que tu as toujours fait un petit peu de sport à bon niveau, comme un bon amateur, avant justement de te lancer dans cette nouvelle discipline, le street workout. Tu faisais quoi comme sport? Enfin, attends, je vais reformuler. Quand est-ce que tu as commencé le sport? Quels sont tes premiers souvenirs de Kevin le sportif? Ça fait bizarre, Kevin le sportif. C'est un peu comme Martine va à la plage, Kevin le sportif. Surtout Kevin, pour ceux qui écoutent et qui jouent aux jeux vidéo, être un Kevin, c'est pas forcément un super argument quand t'es dans les jeux vidéo. C'est pas le meilleur adjectif. En fait, j'ai démarré par le foot depuis tout petit, vraiment tout petit. Ok, là on peut arrêter. Voilà, pour moi le foot c'est pas du sport. Ciao, allez. Je taquine. Tu prêches un convaincu. Ça va, on est bien, on est à la maison. C'est ok pour moi. Non, je suis d'accord. Effectivement, j'ai commencé par le foot. Moi, j'avais de la chance parce que j'ai un père en fait qui travaillait énormément, qui a commencé à l'usine, puis qui un jour a réussi à monter une boîte, et puis cette boîte a grossi progressivement. Donc je voyais pas mon père la semaine. Par contre, c'était le seul qui le week-end était là, et tu sais, il t'emmenait les gens de l'équipe qui avaient pas les parents qui étaient dispo pour aller sur les matchs le week-end. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu quelqu'un qui m'a toujours poussé derrière et qui nous a un peu poussé avec mon deuxième frère Jordan à l'excellence entre guillemets. Donc toujours il nous a poussé en mode faut gagner. Et donc premier souvenir, c'est le foot. On a eu la chance aussi de déménager à Lille et de se retrouver au LOSC. Attends, après Sainte-Maxime à Lille? Non, Sainte-Maxime c'était après. Ça a été bien après, puisque je suis né en Auvergne, mais j'ai vécu quasi toute ma vie en Franche-Comté, et j'ai déménagé, pour la petite anecdote, plus de 20 fois dans ma vie, donc je ne suis pas forain. Kenji ne fait pas partie de ma famille. Pour autant, j'ai beaucoup déménagé. Donc, du coup, j'ai un frère qui est né à Dijon, j'ai 2 sœurs qui sont nées en Franche-Comté, j'ai un frère qui est né à Lille, et moi je suis né en Auvergne. Ça permet de voir qu'on a fait beaucoup l'est de la France. Donc voilà, j'ai commencé par le foot, on s'est retrouvé au LOSC. Moi j'avais pas le niveau, mon frère si, moi j'avais pas le niveau pour aller au-dessus, puisque dans les sélections, quand t'es là-bas, c'est vraiment l'élite. Après, j'ai fait beaucoup de sports de combat, kung-fu, judo, self-défense pendant au moins 7 ou 8 ans. J'ai fait du tennis de table jusqu'à un niveau national. Je faisais tout le temps les UNSS, que ce soit volley, badminton, etc., où je me retrouvais plutôt bon. Pareil sur les crosses. J'ai fait du skateboard à plutôt bon, voire très bon niveau. Et j'ai fait du ski à très bon niveau. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Le ski depuis que je suis gamin... T'es le profil type de mec que je supporte pas, quoi. C'est le mec, toutes les filles veulent sortir avec toi, le mec super baraque, super musclé, super bronzé, super beau, super sportif. Puis toi, t'es là comme un con à t'arracher pour essayer de performer dans une discipline, alors que toi, t'es balèze dans tout. Dans tout ce que tu touches, ça se transforme en... Ah, c'est mon fils, hein. Mon fils, c'est pareil, mais bon. Alors, je le dis, je ne suis pas bronzé, déjà. Et du coup, ouais, non, en fait, c'est pas que j'ai performé dans tout, mais c'est que je pense que dans le sport, quand t'as trouvé ta formule, tu la réappliques partout, ça marche en fait. Et que ce soit dans le sport ou dans le business, la formule, elle est inner self, ils disent les Anglais, elle vient de toi intérieurement, parce que quand tu sais, moi je sais que j'ai besoin, quand je fais pas mon sport par exemple, d'aller bûcher des vidéos YouTube sur la nourriture, sur comment fonctionne le corps, sur tout ce qui va être à côté finalement de la discipline, mais qui la compose par plein de facteurs. Et ça m'aide, tu vois, d'apprendre ces choses-là. Donc après, je les... Ce fameux entraînement invisible. Si tu le reprends pour le business, c'est ce que disait... il y a plein de chefs d'entreprise qui ont été interviewés aux États-Unis. Combien d'heures tu travailles par mois ou par semaine? Et en fait, ils disaient, si vous regardez les heures où je suis présent au bureau, ça représente X. Si c'est les heures où je pense à mon projet, c'est toute la journée, en fait. C'est tout le temps, ça s'arrête jamais. Et c'est la même chose dans une discipline sportive. L'obsession d'une discipline fait que tu deviens bon. On en parlait avant, l'obsession, c'est un terme qui est clé. Ouais. Et c'est peut-être justement ce qui va faire la différence. Comme tu te dis, plus ça va, et c'est vrai qu'on est sur une tendance souvent à diminuer maintenant un peu la charge d'entraînement en termes de volume horaire, même pour les sportifs de très haut niveau.
Ça, c'est uniquement sur la pratique en elle-même. Par contre, tout ce qui est de l'entraînement invisible, penser à son sport, chercher le petit gain de performance, chercher comment est-ce qu'on peut s'améliorer par le sommeil, par l'alimentation, par la nutrition de manière générale, sans aller chercher des compléments alimentaires, sans aller chercher après encore d'autres choses, de la dérive, etc. Et tout ça, c'est de l'entraînement invisible. Et c'est ce sur quoi on axe de plus en plus l'entraînement au plus haut niveau, en tout cas. Je vais te donner un point clé là-dessus. La maxime, c'est no pain, no gain, mais elle est complètement faussée pour moi. C'est no brain, no gain, clairement. Et pour te dire, en 8 ans à niveau international, j'ai jamais eu une seule blessure. Jamais. Pourquoi ? Parce que, alors, j'ai jamais pris un complément alimentaire. Je vais pas m'attirer les foudres, mais moi, perso, ça fait pas partie de ma philosophie. Ni même de whey, ni de prot, ni rien du tout. Nada. J'avais une hygiène de vie donc qui était bonne, hein. Forcément, quand tu es à haut niveau, tu es obligé à un moment de faire attention. Donc moi, c'était la chrononutrition qui a bien fonctionné pour le coup. Je travaillais énormément, donc côté hygiène de vie, ça, c'était pas bon parce que je dormais très peu et je travaillais énormément en plus. Mais effectivement, je pense que la recette, elle vient de... Tu testes des choses. On parlait juste avant du test and learn, c'est exactement ça. J'ai essayé... Moi, j'ai vu trop de gens en fait se buter sur des sports et puis 15 jours après, ils viennent, ils ont une tendinite, ils n'arrivent pas à perfer en compète. C'est nul en fait. Enfin, c'est la longévité. Tu travailles, ça reste un marathon dans ta discipline. Sinon, on a un très bon exemple. Regarde Teddy Riner. Je veux dire, comment tu peux faire mieux avec autant de titres ? Et lui, c'est un excellent exemple. Il est toujours là pour ses compètes. Il n'est pas blessé pendant les compètes. Enfin, donc voilà. Et j'ai eu cette chance aussi, je pense, d'écouter mon corps et de faire le nécessaire pour pas être blessé. Et je te dis, en 8 ans pro, jamais été blessé. Écoute, je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'entreprise, hein. Ça fait 12 ans que ta boîte, elle vit, elle performe, et puis que vous allez atteindre des sommets. Donc, il y a aussi un parallèle à trouver là-dessus. Ah, c'est clair. Encore une fois, c'est la recette qui est réappliquée ici. Et puis, il y a des fois, il faut savoir écouter son corps, comme écouter sa boîte, comme écouter ses collaborateurs, comme écouter son préparateur si t'en as un. C'est juste une question d'écoute et de ressenti, en fait. Il faut être connecté avec ce que tu veux faire. Tiens, et toi, pendant que tu étais au plus haut niveau dans ta discipline, d'ailleurs, tu nous en diras peut-être un petit peu plus sur cette discipline, sur ces disciplines. On a compris que tu prenais pas de compléments, t'étais pas pour l'artificiel, t'étais pour le sport naturel. En revanche, tu parles de team, tu parles de staff, tu parles de collaborateurs dans tes entreprises. Est-ce que toi, pour ta préparation physique, mentale ou autre, t'étais accompagné par un staff ? C'est une excellente question. Je fais partie des rares où j'ai jamais eu personne dans mon staff. Et en fait, avec le recul, tu vois, maintenant, je pense avec la vieillesse, la sagesse, l'expérience, peu importe comment on l'appelle. Sagesse. Sagesse du haut de mes 32 ans, c'est compliqué de dire ça, mais en tout cas avec l'expérience, on va dire, aujourd'hui je prendrais du staff, tu vois, même de manière partielle sur des expertises très ciblées, mais il y a beaucoup de moments où quand tu es sportif, tu te sens vachement seul. Mais sur plein de points, hein, tu vois, même sur l'aspect comptable, hein, par exemple, comment tu déclares tes revenus, comment tu fais pour placer tes revenus, combien on a vu de sportifs qui se sont fait arnaquer parce qu'ils ne savaient pas comment placer et qu'ils n'ont pas eu cette intelligence de regarder comment ça fonctionne, ou cette non-envie. Donc curiosité, voilà. Plus que l'intelligence. Ouais, alors, c'est une intelligence de savoir placer correctement. Après, t'as pas forcément les clés pour y arriver. C'est pas simple, hein. Puis des fois, ça sort complètement de ton contexte. Quand t'es basketteur et placer de l'argent, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, c'était la chance d'avoir ces deux visions, ces deux casquettes. Après, oui, avec le recul, j'aurais pris du staff. Maintenant, j'en ai jamais eu. Donc, ouais, j'allais à Moscou. Je faisais mes championnats, par exemple, sur les championnats du monde. Je me suis retrouvé à Moscou avec la coqueluche. 42 fièvres, complètement mort. Je finis fin de tableau. Ça a été très compliqué psychologiquement parce que tu dois appeler tes sponsors, tu dois justifier pourquoi tu as perdu, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu vas rebondir, quel est ton plan d'action. Quand tu as un préparateur, quand tu as un coach, quand tu as quelqu'un qui est externe à tout ça, je pense que ça t'aide vachement. Et tu vois, je peux donner l'info, mais truc que j'ai jamais voulu voir avant et qui m'a vachement aidé, ne serait-ce que d'aller parler avec un psy. Quand tu es sportif, c'est hyper important. Sportif ou chef d'entreprise ou les deux, c'est hyper important pour aider à mieux te connaître et surtout pour voilà, j'ai des doutes, j'ai des peurs, moi aussi je suis un homme, moi aussi il y a des trucs, c'est compliqué. Si tu veux, on pourra même en parler un peu plus, mais il y a un moment, je suis tombé malade en 2017, je suis tombé très malade, j'ai perdu 10 kilos, que de masse musculaire, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment tanké, c'était la meilleure période de mon activité sportive. Ça a été très compliqué de se réinventer derrière, parce qu'en fait, tu te dis, je suis auprès des médias, auprès de ma communauté, auprès de mon sport, Kevin le sportif, les tablettes, le machin, comme tu le disais très bien tout à l'heure, et du jour au lendemain, tu te retrouves... bronzé. J'avais même pas le bronzé pour moi, si tu veux, à ce moment-là. J'aurais aimé, à la limite.
mais j'étais même pas bronzé. Et du coup, c'est compliqué, il faut se réinventer, il faut se dire, ok, je suis qui finalement? Au fond de moi, je suis qui, je suis quoi? Et moi, j'avais la chance de me dire, bah ok, je suis aussi un chef d'entreprise, et je suis peut-être un chef d'entreprise avant d'être un sportif, puisque dans mon sport, j'ai aussi été, je pense, bon, ça a été un de mes facteurs de différenciants, de pouvoir facilement parler avec les médias, avoir cette capacité d'élocution qui faisait que un média, il n'allait pas forcément interviewer toujours le meilleur, il allait prendre celui qui savait bien parler sur un plateau télé. Donc j'ai eu la chance de faire l'équipe, télé, magazine, etc. par rapport à ça. Puis ils te réinvitent derrière quand ils voient que tu as de la matière, tu as des choses à apporter. Pareil pour les sponsors. Reebok, pour la petite anecdote, quand ils sont arrivés, et là on rentre bien comme ça dans le thème du podcast, mais quand ils sont arrivés et que je les ai rencontrés, ils cherchaient en fait à monter une team d'experts par rapport à des disciplines un peu urbaines, on va dire. Donc il y avait le street workout dedans. Ils ont interviewé plusieurs personnes, ça s'est fait sur Skype, je m'en souviens. Et moi, je suis le seul sur l'entretien. J'arrive au départ, je dis écoutez, le fait que je rentre dans la team, ça va vous apporter tel reach sur vos réseaux sociaux, tel taux de conversion, l'image de marque et l'empreinte de marque, ça va amener ça. Je leur mettais des stats. Et là, ils finissent, ils sont bouche bée, tu vois, ils me disent rien. Et à un moment, j'ai une des deux de chez Reebok qui me fait vous parlez tout le temps comme ça? Je dis ouais, je suis habitué, je suis dans le marketing, donc forcément, je suis dans le digital. Putain, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui nous parle un langage qu'on connaît, qu'on comprend et qui va nous servir. Parce qu'à un moment, on vous met en concurrence, mais nous, vous êtes un produit marketing pour nous. Faut pas l'oublier. Et à ce moment-là, savoir se vendre par les métriques que j'avais amenées, etc., et la capacité d'élocution, ça m'a énormément aidé. Et je pense que même si j'avais été en fin de tableau dans mon sport, c'est pas tout à la fin, mais en tout cas, on va dire au milieu de tableau, ils auraient pris ça. D'ailleurs, on le voit sur les égéries, ils ne sont pas forcément toujours les meilleurs, sont parfois les plus beaux, ceux qui parlent le mieux, qui ont la meilleure vision au niveau des médias, etc. Et là, je pense que ça, c'est un des éléments qui m'a aidé aussi à négocier des deals qui m'ont financé mon sport. Ouais. Et des fois, ils achètent aussi l'histoire. Alors, on revient un peu sur le foot, même si, bon, bref, le foot, c'est du sport, on est d'accord. Moi, ce que j'aime pas, c'est les valeurs parfois qui sont autour de ça, mais ça, c'est un autre sujet. Et on n'est pas là pour parler de ça. Mais tu prends un Kylian Mbappé, c'est l'un des meilleurs. Et puis, il y a l'histoire qui va derrière. C'est le projet Kylian, etc. Et on en parle de plus en plus, notamment dans les podcasts où on est un petit peu moins... on se permet un petit peu plus de choses que dans les médias traditionnels. C'est vrai que souvent, les sportifs et les sportives qui sont soutenus, sponsorisés, c'est pas forcément les meilleurs. C'est ceux qui savent le mieux communiquer. C'est ceux qui savent mieux mettre en avant le produit. Et tu l'as très bien expliqué. Et je te remercie pour ça. J'imaginais pas qu'on parlerait de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est aussi un peu une masterclass pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent mais moi je suis sportif de niveau, moi je suis le meilleur du monde, moi je suis le meilleur d'Europe, etc. Mais je trouve pas de partenaire. Mais peut-être que tu trouves pas de partenaire parce que tu ne sais pas faire ça. Peut-être là, tu dois te faire accompagner. Et puis attends, il y a quand même un autre point qui est clé. Reebok, ils sont pas venus me chercher. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les marques, j'ai DM sur Facebook à l'époque, ça fait vieux encore une fois, parce que on dirait que t'as 72 ans. C'était le levier le plus important à l'époque, en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Et si tu savais le nombre de messages privés que j'ai envoyés à des marques, mais de tout, hein, là où je pensais qu'il y avait un storytelling intéressant. Donc il y avait une réflexion de dire, ok, telle marque, j'ai les bonnes valeurs, je pense que je peux être une figure pour cette marque, ça fait sens, je vais leur expliquer ça. Et sur les milliers que j'ai envoyés, il y a eu Reebok, j'ai signé avec Pouline à l'époque, ce qui était Calbut et tout ça. Et ça, je me retrouvais bien dedans parce que j'ai été un grand fan avec le skateboard, le ski, etc. J'ai signé avec une marque d'énergie drink et j'ai signé avec Polar aussi, les montres. Donc, c'est des gens, ça démarre par, je les appelle, ou je leur envoie un DM, ou je leur écris sur LinkedIn parce que je trouve les bonnes personnes, puis après je leur écris sur Instagram, puis après je leur écris sur leur Instagram perso, je les persécute, on peut presque utiliser le terme, jusqu'à ce qu'ils disent à un moment, c'est bon, on va lui octroyer un quart d'heure de notre temps et on va échanger et voir ce qu'il a à nous dire. Et ça, c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier. Le sportif, en fait, il a plein de métiers. Il doit être très bon dans son sport, c'est une chose, mais derrière, il doit négocier des deals. Je parle au début, hein. Je parle pas d'un Kylian Mbappé qui a aujourd'hui un staff. Tu parlais du storytelling. Kylian Mbappé, c'est son staff. Il a une équipe marketing qui est dédiée à ça. Il a des community managers pour les réseaux sociaux qui sont dédiés à ça. Et là, pour le coup, lui, les marques viennent le chercher. Il est tellement exposé au niveau des médias. Mais parlons plutôt à la 99% des sportifs de haut niveau aujourd'hui qui sont pas médiatisés. Quand tu veux l'être, tu es obligé d'appeler les gens là. J'appelais même les télés, moi, à un moment, en disant, écoutez, je fais du street workout, regardez le drapeau humain, c'est impressionnant, on pourrait peut-être faire un reportage là-dessus. Et j'allais jusqu'à leur donner la thématique du reportage en essayant de les nourrir avec des choses qu'ils connaissaient pas forcément. C'est ce qui m'a emmené après au Guinness
et à faire des records du monde parce que je savais que médiatiquement parlant, ça allait être intéressant. On avait un sport qui visuellement, et on a un sport qui visuellement est intéressant. Et donc du coup, ça aidait. Donc j'appuyais énormément là-dessus. Donc ce travail de démarchage initialement, trouver les bonnes cibles, leur écrire, se faire exposer, donc en parallèle d'aller voir les médias, d'aller voir aussi des marques et performer, c'est un vrai job. Et quand tu es au départ, tu le fais tout seul. Tu peux pas avoir un staff qui fait ça. C'est trop compliqué. Ça coûte trop cher. Trop compliqué, ça coûte trop cher. Ou personne ne fait mieux que toi. C'est toi qui incarne le mieux ton projet, en fait. Tu vois, ce matin, j'avais un entretien d'embauche pour ma boîte. J'avais un jeune qui venait. C'est sa mère qui était venue me donner son CV sur un salon. Et je lui ai dit à sa mère, je lui ai dit, vous vous rendez compte, c'est à lui de venir me voir. C'est pas à vous. En fait, je trouve ça beau ce que vous faites. Mais c'est lui qui devrait être là un samedi matin, le premier à l'ouverture du salon, à venir me donner son CV en me disant, j'ai très envie. Votre boîte, j'adore ce que vous faites, je veux en faire partie. Là, c'est pareil en tant que sportif. Quand tu vas voir Reebok et que tu leur dis, les gars, je vais mouiller le maillot pour Reebok parce que moi, c'est une marque qui me plaît dans ses valeurs, dans ce que ça véhicule, et je vais tout faire pour faire rayonner cette marque. Ne serait-ce que de dire ça, c'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais 9 sportifs sur 10, ils vont pas le dire. Ils vont dire à la limite, ok, je suis meilleur, j'ai tant de médailles. Cool, et alors ? Est-ce que tu es dans la bonne démarche ? C'est intéressant ce que tu dis. Alors, à la fois, je suis d'accord, et à la fois, j'émettrais une petite variante. Tu vois, moi, si je prends mon exemple personnel, alors on n'est pas là pour parler de moi, mais je pense que ça illustre bien. Cet été, je te le disais en off, j'ai traversé la France en courant. J'avais mis l'accent sur ma préparation physique, sur la préparation logistique, sur faire en sorte que tout se passe le mieux, parce que marié, 4 enfants, un boulot, se préparer à traverser, à courir 1400 bornes en 29 jours, ça demande quand même pas mal d'abnégation et pas mal de temps. Donc j'avais laissé un peu de côté toute la partie justement recherche de partenaires, recherche de sponsors. Je le faisais un petit peu à la volée, mais pas tant que ça. Et puis tu pourrais me dire, en fait, c'est toi qui es le mieux placé pour aller voir les marques, pour te vendre, pour leur demander, pour leur expliquer, pour leur expliquer la teneur du projet. En plus, moi, j'avais loué ça avec 2 causes caritatives, donc je me suis dit, au-delà de mon engagement à moi, ça peut être aussi que du bon pour les marques qui voudraient m'accompagner, me soutenir, tu vois. Et en fait, c'est le jour où mon épouse a décroché le téléphone et a commencé à contacter les marques, les journaux, les hôtels qui nous ont hébergés, etc., que tout a changé. Alors, est-ce que c'est qu'une question de temps ? Est-ce que c'est une question d'image ? Est-ce que c'est une question aussi que parfois, quand tu es dedans, quand tu es à fond dedans, quand tu es le nez dans le guidon, ou même quand tu es un petit peu, timide ou tu as un peu ce syndrome de l'imposteur, t'oses pas faire tout ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je rebondis sur ce que tu dis et j'ajoute à ce que j'ai dit. Ce que je vous dis, c'est ce qui a marché pour moi, ça marche pas pour tout le monde, et il y a des variantes, et c'est pas la vérité absolue. En revanche, ce que tu dis, c'est très vrai, et je pense que le fait que ce soit porté par ta femme, c'est déjà beaucoup plus puissant que si c'est porté par une agence. C'est important de le dire, puisque quand elle t'explique, c'est mon mari, machin, il va faire ça. Encore une fois, on revient sur le storytelling. Storytelling, aujourd'hui, il est obligatoire. Est-ce que si toi tu l'avais fait, tu aurais eu de meilleurs résultats ? On ne le saura pas, puisque finalement ça s'est pas passé comme ça, et que toi tu avais 1 milliard d'autres choses à préparer. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, tu dois mettre les efforts en avant sur là où est ta valeur ajoutée. Moi, je savais que négocier des contrats, ça faisait partie de mes skills, et je savais faire ça. Si toi, par exemple, tu me dis, mais moi je déteste prendre mon téléphone, je n'y arrive pas, ça me stresse, j'ai les mains moites, ça s'entend, mais t'as bien raison, il faut que ça soit ta femme qui le fasse. Et là, pour le coup, je comprends tout à fait. Donc ça, c'est un des autres points. Après, vous aviez une belle histoire, tu vois. Comme tu l'as dit, je suis père, 4 enfants, c'est ma femme qui appelle parce que moi, je me prépare, je cours. Enfin, c'est génial, t'es une marque, t'expliques ça, tu dis on a soutenu une vraie cause, qui en plus avait 2 causes caritatives derrière. Forcément, ça fonctionne après. Encore une fois, je le dis à des sportifs qui parfois sont seuls, qui sont pas forcément mariés, qui peuvent être très jeunes des fois. Et c'est compliqué. Et on valorise de plus en plus, et ça se voit, je trouve, les prises d'initiative, puisqu'il y en a peu. Donc ceux qui ont cette prise d'initiative, ça marche à un moment ou à un autre. Et je refais un parallèle business, mais dans cette entreprise, en 2016, on a switché, on travaillait essentiellement avec des PME, des petites sociétés, vers des grands groupes. Et ça a été juste une fois de prendre de l'initiative, d'essayer d'appeler un grand groupe, un Orange, un GRDF, un SNCF, et de se dire, OK, je les appelle et on va voir si eux, ils arrivent à acheter mon produit. Et en fait, de cette prise d'initiative, où on ne pensait pas être légitime, on l'est devenu au fil de l'eau. Même principe, des fois, il ne faut pas avoir peur d'aller taper la grosse marque. Tu vois, typiquement, quand en street workout, j'avais tenté Monster à X reprises, Red Bull à X reprises, j'ai jamais réussi à les avoir. J'ai eu à la fin une marque française qui faisait l'énergie drink, et ça a été, je pense, mon plus gros partenariat, financièrement parlant. Donc comme quoi, l'un dans l'autre, ça m'a emmené à ça. Donc, je me suis rabattu progressivement sur plus petit, mais finalement, j'étais pas un numéro pour eux, et ça, c'était vachement cool. Non, puis t'as dit une chose aussi, je me permets de rebondir dessus, c'est que en fait, essayez, putain.
Essayez, au pire, vous prenez une porte, 2 portes, 3 portes. Bon, au bout d'un moment, prendre des portes, ça fait mal au nez, mais en fait, c'est les seuls risques que vous prenez, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas finir en tôle parce que vous avez harcelé le patron marketing de chez Red Bull ou de chez Monster pour essayer de vendre votre projet. Et enfin, c'est même pas que vendre votre projet, c'est vendre tout ce qu'il y a autour de votre projet. Vous, votre image, vos performances, les valeurs que vous défendez, etc., etc., quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, on en revient, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, s'il y a bien un élément dans lequel vous devez investir, c'est votre capacité à parler, votre élocution, parce que ça joue énormément, surtout sur un call, quand en 30 secondes, on a quelqu'un qui va déterminer si oui ou non ils vont investir sur nous, que ce soit dans un projet entrepreneurial, que ce soit dans votre entreprise sportive, parce que finalement c'est une entreprise quand on n'est pas certain cap, ça joue vachement sur votre façon de parler aussi, parce qu'ils savent que vous allez être exposé auprès des médias, qu'ils vont vous exposer, et si déjà on ne peut pas utiliser l'image en vidéo d'un sportif, parce que quand on lui demande d'aligner 3 mots, il n'y arrive pas, c'est complexe. Je dirais pas ça en disant allez, faites vos études, finissez vos études, c'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est renseignez-vous sur qu'est-ce qu'on attend quand on est un directeur marketing d'un sportif. Quel est lui son retour sur investissement, son fameux ROI. Vous, il est de récupérer des sous pour pouvoir pratiquer votre sport, ça c'est top, mais lui, qu'est-ce qu'il a à y gagner, qu'est-ce que réellement vous pouvez lui apporter, et après d'avoir un discours qui soit structuré. C'est pas inné de savoir parler à quelqu'un de cette manière-là, et il faut pas avoir de stress là-dessus. On s'est tous retrouvés dans cette situation-là. Si vous êtes stressé, la petite astuce, elle est simple, c'est dites-vous que tout le monde a été stressé à cette place-là. Et moi, j'avais un prof d'éco, ça va te faire sourire, qui me disait « Tu l'imagines en train de chier ». Et effectivement, c'est un super conseil. Je fais beaucoup de conférences et si tu veux, ça fait beaucoup de gens qui sont en train de chier quand j'arrive et que je suis stressé. Mais c'est un véritable conseil qui marche. Et dans un entretien d'embauche, c'est pareil. Quand tu es avec un sponsor, c'est pareil. Dis-toi qu'il est humain aussi. Et d'ailleurs, autre tips là-dessus, un peu moins trash, si tu es stressé dans un de ces entretiens-là, dis-le à la personne que tu as en face de toi. Le fait de le dire, ça évacue 75% du stress. Donc si tu lui dis, c'est clair. Je suis désolé, je suis très stressé, j'ai pas l'habitude de faire ça. Vous savez, moi, avant tout, je suis un marathonien, un apnéiste, peu importe. C'est pas un exercice auquel j'ai l'habitude. Par contre, j'y travaille énormément. Ça fait partie des éléments que je veux développer parce que mon personal branding passe par ça aussi et par des petites vidéos. Et là, vous pouvez enchaîner. Et avoir un discours structuré comme ça, t'as fait 90% du boulot. Mais c'est clair, c'est le fameux icebreaker. L'icebreaker, et on n'est pas obligé d'attendre que ça vienne de l'autre. Ça peut venir de toi. Bon, je rigolais tout à l'heure, on a passé pas mal de temps à discuter un peu en off tous les deux. On se connaît pas plus que ça. Je t'ai raconté des trucs perso sur ma vie, toi aussi. Et en fait, ça faisait office d'icebreaker. Mais ce petit tips que tu donnes pour les sportives et les sportifs qui nous écoutent et qui se disent j'ai un call avec Reebok, j'ai un call avec Adidas, j'ai un call avec, je sais pas, le boulanger d'à côté qui est d'accord pour me filer 500 balles et en fait pour lui 500 balles c'est tout parce que ça fait déjà le déplacement pour aller au championnat du monde cette fois-ci et peut-être se qualifier pour les JO, dites-le quoi. Dites-le, je suis désolé, je suis hyper stressé, j'ai les mains moites, mais voilà, juste le fait de vous le dire, déjà vous vous dites peut-être que j'ai pas un guignol en face de moi, c'est juste quelqu'un qui a peur, et puis en fait, ça va vous détendre. Et puis c'est naturel, je veux dire, on a tous la trouille sur des échéances qui sont clés. Quand on le sait tous, hein, quand on gère une carrière de haut niveau, tu dois t'entraîner, c'est dur. Des fois, il y a des moments, pour certains sports, notamment dans le combat, tu as le cutting et tout, donc qui fait que tu es fatigué parce que tu dois cutter ton poids. Alors cutter, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est sécher. C'est essayer de perdre le plus de poids possible avant de passer sur la balance. Exactement, donc dans un temps très court, donc en général, forcément, c'est-à-dire que tu te nourris pas, que tu fais énormément d'efforts en cardio, etc. Donc c'est complexe, donc ça joue aussi sur ta façon d'être. Je veux dire, on a tous des moments qui sont plus difficiles que d'autres dans nos sports. La personne, le boulanger que tu as en face, à un moment, dis-lui la valeur ajoutée que tu vas lui amener, dis-lui que tu es stressé, ça pose pas de problème, et à la fin, tu dis ok, mais moi de toute façon, je vais tout donner pour votre marque. Et d'ailleurs, les plus beaux partenariats, Reebok, c'était un super partenariat parce que je suis parti de rien, et finalement, mon signé avec Reebok, c'était une consécration, j'ai pu faire des shootings photos avec des Miss France, etc. Enfin, c'était vraiment sympa. En revanche, tu vois, moi, j'ai eu un très très beau partenariat avec cette marque d'énergie drink, qui est une marque française. Mais tu peux la citer d'ailleurs, on n'est pas à la radio, hein, vas-y. Hein. Oui, c'est Human Energy. La marque a fermé, il y a quelques années. Ils ont changé de positionnement, ils s'étaient trompés. La boisson était super bien, il y avait des bonnes valeurs. Et pour le coup, tu vois, ils m'ont fait à mon anniversaire, ils m'avaient offert j'avais 3 records du monde à l'époque, ils m'avaient fait un poster avec ma tête dessus qu'ils avaient distribué pour les fans. Et c'est des petites attentions qui sont super cool. Et c'est encore une fois, c'est pas sur le côté financier, même si c'était un des plus gros partenariats financiers que j'avais. Pour la petite anecdote, et on va parler d'échelle parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est sportif sur des sports un peu underground? Alors moi,
je vais le reprendre depuis le départ. Comment on négocie le prix d'un partenariat? Parce que ça, je pense que ça peut être intéressant. Le prix du partenariat, il a deux aspects. Le premier, c'est la marque que vous avez en face, parce qu'on sait qu'il y a des marques qui ont plus de budget que d'autres. Forcément, le boulanger du coin, il va pas pouvoir mettre autant que Reebok. En revanche, quand vous êtes face à Reebok, il y a une concurrence qui est énorme et vous allez jouer dans la cour des grands, donc contre des gens qui vont potentiellement avoir beaucoup plus de followers que vous, puisque c'est l'un des éléments clés aujourd'hui qui va faire la valorisation de ce que va vous donner un sponsor. C'est votre image sur les réseaux sociaux. Donc si on additionne la totalité du nombre de followers que vous avez, concrètement, où vous vous situez par rapport aux concurrents dans votre discipline qui sont au même niveau que vous. Et comme je le disais tout à l'heure, et tu le disais aussi, parfois tu as une personne qui est un peu moins bonne que toi, mais qui a beaucoup plus de followers, qui a une image qui est mieux travaillée, qui va gagner, entre guillemets, ce marché-là, parce que lui, il a cette capacité d'aller vendre des produits, puisqu'à la fin, Reebok, ce qu'ils veulent, c'est vendre des produits, on va pas se mentir. Donc ça, c'est l'un des points. Moi, Reebok, quand j'ai signé avec eux, il y avait un deal qui se composait de frais de déplacement pour mes gros tournois. Il y avait des fringues qui m'étaient imposées parce qu'ils voulaient que j'ai un certain look à certains moments par rapport à des produits qu'ils voulaient mettre en avant, pusher, on appelle ça en marketing, donc ils voulaient pusher des produits, je sais pas, sur un Black Friday, sur Noël, etc. D'ailleurs, on avait même fait un sac à dos Street Workout Kevin Soler pour lequel j'avais fait les shootings photos et tout, donc ça c'était belle expérience. Donc il y a ces éléments-là qui vont être intégrés et il y a après du cash si vous avez une rémunération. Donc là, vous les facturez souvent avec une structure, que vous soyez auto-entrepreneur si vous n'atteignez pas les plafonds ou si vous avez une société, si vous atteignez des plafonds qui changent régulièrement. Je crois que c'est pas loin de 70 000 euros maintenant. Ouais, ça dépend si c'est du bien ou de la prestation de service, etc., etc. Enfin bref, là on les renverra vers Légifrance ou je sais plus quelle plateforme pour avoir les taux exacts. Parce qu'à l'époque c'est vachement inférieur à ça, c'est 36 000 je crois de mémoire, donc on pouvait vite arriver là-dedans, parce que ça c'est avant impôt, faut pas l'oublier. Donc ça c'est des éléments clés. Donc sur Reebok j'avais un mix de ces trois-là. Sur Human Energy j'avais beaucoup sur la partie défraiement plus un salaire mensuel qui était de l'ordre de 400 euros, donc autant dire qu'on vit pas avec ça. Et c'était progressif dans les années. Donc moi j'avais négocié un deal sur 3 ans, sur lequel je commençais petit, parce que c'était une petite marque, et j'étais un peu leur grosse tête, entre guillemets, et j'avais dit ok, je veux bien démarrer plus petit que certains, c'est pas grave, mais on fait un progressif, et à la fin je me récupère sur la dernière année. Bon, il se trouve que la boîte a fermé sur la dernière année, donc j'ai pas eu ma dernière année, mais c'était un risque à prendre, c'est pas grave. J'ai pu faire le tour du monde grâce à eux sur les différentes compètes que j'ai faites. Donc ça, c'est ce qui va composer un petit peu tout ça. Et après, il y a aussi la tête de la personne que vous avez en face de vous et votre capacité à la convaincre. Il y a eu des bras de fer, notamment sur cette marque d'énergie drink où ils m'ont fait une première offre. J'ai refusé et l'offre finale, c'était à peu près 2,5 fois l'offre initiale qu'ils m'avaient faite. Parce que je savais ce que j'avais, ce que je valais, ce que je pouvais apporter à cette marque, et que j'avais rien à perdre. Au pire, il m'aurait dit non, je perdais le deal initial qui me convenait pas. Donc, c'était un risque à prendre. Donc ça c'est ce qui va composer un petit peu cette rémunération-là. Et après, vous allez avoir parfois aussi sur les réseaux sociaux des pushs particuliers. On va vous dire, fais-moi une promotion pour une marque. C'est vraiment ponctuel, on va dire. Donc, tu vois, j'ai fait des trucs pour Viktor & Rolf, par exemple, les parfums, etc. J'avais fait une pub Instagram où j'avais pris à l'époque 400 ou 500 balles pour la pub. Voilà, c'est des petits coups de pouce qui peuvent être intéressants à l'approche de certaines compètes, etc. Et on a la chance, sur l'aspect plutôt physique et médical, d'avoir un système français qui est quand même magnifique, il ne faut pas l'oublier, sur cet aspect-là. Donc quand tu vas voir un kiné, pour peu que tu sois passé voir le médecin avant, tu peux ne pas payer ces frais-là. Au pire, tu fais juste l'avance de fonds, ou si tu as une bonne mutuelle, sinon aussi ça peut aider. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Dans d'autres pays, aller aux États-Unis, et là, vous voyez qu'ils ont certes un staff de malade, par contre, ça leur coûte des centaines de milliers de dollars par an, juste sur le staff. Dans l'autre paramètre qui rentre dans la rémunération, il y a aussi parfois des primes à la performance, même chez les sponsors. Donc en gros, t'es champion du monde, on te file 1000 balles, 5000 balles, 10 000 balles de plus, etc. Ça vient en plus des primes de course ou des primes de compétition qui, elles, sont versées par les organisations. Après, moi, je mets toujours ce gros disclaimer-là sur ces fameuses primes de course, de compétition, voire même les primes de sponsors. Parfois, ça fait rêver. On peut se dire, je sais pas, si on prend un sport que je connais très bien, l'Ironman, tu vas gagner un Ironman, parfois tu as 50 000 euros de prize money. Déjà, c'est à splitter entre les différents vainqueurs, hommes et femmes. Et puis en plus, même, admettons, tu touches 50 000 balles quand tu gagnes un Ironman. Ouais, cool.
Mais un Ironman, c'est 1 an de préparation. C'est un énorme budget en termes de staff. C'est un énorme budget en termes de matos. Donc au final, quand tu touches les 50 000, c'est limite tu rembourses tes dettes avant, après toi, de prendre un peu d'argent. Et les impôts sont passés par là en plus au passage. Tiens, oublie pas les impôts parce que dites-vous que en gros, ce qu'on vous donne, il y a la moitié qui sort. Alors on a un système, il faut y contribuer. On n'est pas là pour parler de ça, mais t'as quand même la moitié qui sort. Donc effectivement, le price pool, c'est pour les premiers. Donc parfois, c'est jusqu'aux 3 ou aux 5 premiers, donc à diviser à valeur non égale. Forcément, le premier gagne plus. Après, t'as les impôts et après, bah, t'as tout ce que ça t'a coûté pour venir, pour déplacer, etc. Donc les one-shots, ça ne marche pas. D'ailleurs, pour la petite, je pense que beaucoup sont au courant, mais quand tu regardes la composition des revenus d'un Cristiano Ronaldo, d'un Mbappé, si on prend les gros sports, l'essentiel ne sont pas dans leur salaire ou quoi, c'est plutôt dans les publicités. Dans les contrats d'image. Voilà, sur l'image, et non pas sur j'ai gagné une Coupe du Monde. D'ailleurs, on le voyait, je crois que je sais plus combien c'était, je crois que c'est 200 000 euros que gagnent les sportifs de l'équipe de France quand ils gagnent la Coupe du Monde, c'est quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme pour le commun des mortels que nous sommes, mais c'est ridicule par rapport aux revenus que eux ont dans leur club. Donc en fait, c'est sûr, tu prends Kylian Mbappé qui a 130 millions maintenant, je crois. 130 millions, quand on lui dit 200 000 balles parce que tu as mis une étoile de plus sur ton maillot, à la limite, il pourrait dire écoute, les 200 000, tu les gardes et puis tu les donnes à la femme de ménage. Alors attention, hein, c'est pas du tout dénigrant, mais voilà, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même rapport. Ah, mais au même titre que, moi, dans ma discipline, il y avait des montants, c'était ridicule. Tu vois, tu gagnais les championnats du monde, les prize pools qu'il y avait à la fin, c'était 1000 balles ou 2000 balles. Ça paye même pas ton billet d'avion quand tu dois aller à Taïwan. Tu vois, j'ai fait 2 fois les étapes de qualif à Taïwan. Ça me coûtait, heureusement que j'avais le sponsor qui, là pour le coup, c'est Human Energy qui avait pris à sa charge. Heureusement que j'avais ça. Alors après, ça m'a permis d'aller visiter aussi ces endroits que je serais jamais allé voir naturellement, parce que tu penses pas forcément à Taïwan en premier lieu. Par contre, c'était canon et je me suis régalé. Mais donc voilà, il y a sur cette partie-là, oser les choses. De toute façon, au pire, tu l'as dit, tu prends une porte. Bon, t'as pris une porte, c'est pas grave. Et d'ailleurs pour nos amis les célibataires c'est pratique parce que quand on a pris 12 dans la journée par un sponsor, le soir si tu sors et que tu vas les draguer et que tu reprends une 13e et une 14e porte, tu l'as oublié parce que qu'il y en ait 12, 13, 14 ou 15, c'est pareil. J'adore ton état d'esprit. Génial. Bah, tu peux tout composer dans le même, en fait ça reste une porte, donc bon à la fin c'est pas grave, hein, que tu sois un homme ou une femme, et effectivement c'est ce que je disais en Australie quand je faisais du porte-à-porte. Le soir, tu vois, j'avais pas de problème à aller en boîte et à aller draguer parce que, bon, dans le pire des cas, je me faisais rejeter 20 fois. J'avais été rejeté 150 fois dans le job la journée, ça faisait 170 à la fin. Sur les 170, t'augmentes quand même drastiquement tes chances qu'il y a un moment que ça marche. Donc, c'est clair. Par contre, après, en termes de qualité, non, je rentre pas dans le jeu. Ah, il y avait quand même un paquet de cibles possibles, si tu veux. Bon, on digresse, mais en fait, on n'a même pas encore parlé de ton sport, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Quel est ton palmarès? Quel était un peu ton état d'esprit, justement, quand tu étais en compétition? Et puis, je terminerai. C'est ma spécialité, je mets beaucoup de questions dans une seule question, mais comme ça, tu picores un peu. Quel parallèle tu faisais entre sport et entrepreneuriat et sport, même si, on va pas se le cacher, on le dit à chaque fois, être sportive de haut niveau, c'est être entrepreneur dans son sport. Alors, mon sport, ça consiste en quoi? En général, quand on me demande de le pitcher en une phrase pour les gens qui ne connaissent pas, je dis que c'est un dérivé de la gym 2.0. J'aime pas faire le mix avec le crossfit, même si ça pourrait être le cas, parce que le crossfit utilise des poids et nous, c'est pas le cas. Donc en fait, c'est de la gym sur un parcours de santé et on est noté sur des runs de 2 minutes où on va comprendre plusieurs choses. Alors la réglementation a pas mal évolué ces derniers temps. On va avoir un juge en général qui va noter le côté plutôt dynamique des mouvements. Donc une pompe, je saute, je clappe mes mains, c'est un mouvement dynamique. Les mouvements statiques, donc le drapeau humain qui était moi ma vraie force, hein, donc à la verticale sur la force des bras et des abdos. Le côté, je vais dire un peu plus chorégraphie, lien avec la musique et innovation, qui est le 3e facteur, puisque et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce sport. Moi, je faisais le gros parallèle avec le skateboard, où je suis arrivé dans le skate, il y a plein de mouvements que tu pouvais inventer, un flip dans un sens, dans l'autre sens, ça tournait etc. Et là, dans le sport, quand je suis arrivé, il y avait rien, il y avait pas de figure qui était délimitée par une fédération qui disait si tu fais le run avec ça, c'est le run parfait. Il y avait rien de tout ça. Donc en fait, on jugeait au feeling, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé au départ, puisque des fois, on se retrouvait. Et t'as un Lettonien qui passait devant toi, ou je sais pas, un Ukrainien ou un Espagnol qui passait avant toi dans le run, et il te sortait un mouvement que t'avais jamais vu nulle part. Donc il y avait ce côté,
wow, le mec a fait un truc de fou, dans une cohésion globale de dingue, parce que tu finissais la compète, tout le monde se tapait dans la main, et tu disais, mais mec, on a vu ton truc de dingue, est-ce que tu peux me montrer comment t'as fait? Et il t'expliquait le mouvement. Donc il y a eu vraiment ce côté qu'on retrouve dans le skateboard, hein, quand on regarde, c'est le côté freestyle. Donc c'est en ça que consiste ma discipline, et tu as 2 runs, et à la fin des 2 runs, tu as un classement qui est fait par rapport au nombre de points qui sont donnés par rapport aux juges et aux différents critères que tu dois respecter. Donc forcément, tout ce qui est dynamique, c'est plutôt la force, statique, c'est plutôt l'agilité, etc. Et le reste, c'est plutôt d'englober ça, on va dire, dans un beau paquet cadeau pour que ça fasse du sens par rapport à un storytelling, à une histoire, etc. Donc par rapport au sport, c'est ça que je peux dire. Comment je mêlais ça avec l'entrepreneuriat? Ça a été super compliqué parce que lancer une boîte, il faut le savoir, ça demande énormément de temps et d'énergie, surtout quand on veut réussir et qu'on a des ambitions de réussite qui sont, je vais dire, assez élevées. Et de toute façon, un business, pour qu'il marche, il faut y passer du temps. On va pas se mentir là-dessus. Que de dire aujourd'hui qu'un business marche sans qu'on y passe du temps, c'est pas vrai. C'est ce qu'on voit sur Instagram, mais c'est faux. Ça n'existe pas. Oh non, oh bah non. Tu pourras pas devenir milliardaire avec un caillou et un bout de ficelle. Je suis désolé. Mince. Ça La n'existe. semaine des 4 heures, tout ça, non, c'est pas vrai. Tu peux essayer, tu m'en diras des nouvelles. Je suis curieux de savoir. Donc voilà, après, comment je gérais au niveau du planning dans la semaine? C'était complexe, que je me levais vers 6h. Je bossais globalement jusqu'à 20h, 21h, 22h. Ça dépendait des jours, ça dépendait de ce qu'on avait à faire. Et après, je m'entraînais pendant 2h, 2h30 le soir, chez moi, ou à l'extérieur, avec une frontale, voilà, dans un parcours de santé. Et le week-end, je m'entraînais le samedi environ 7h et le dimanche environ 7h. L'avantage du poids du corps, c'est que vu que tu ne rajoutes pas de charge, ton corps il est à même d'accepter ça sans normalement te blesser. C'est-à-dire que tu sollicites tes muscles à hauteur de ce que ton corps peut encaisser, puisque c'est ton corps avec le poids de ton corps. Et c'est ce que j'explique quand on me disait est-ce qu'un enfant peut faire ce sport? Techniquement, il n'y a pas de contre-indication, parce que sinon on lui dirait tu ne marches pas, parce que tu dois supporter le poids de ton corps quand tu marches aussi. Ouais, enfin, c'est assez limite, hein, parce que la course à pied, c'est au poids de corps aussi. Pourtant, si t'en fais n'importe comment, comme un dingue, et que tu surcharges, tu te blesses. On est d'accord. Après, il y a tout dans une commune mesure. Encore une fois, les Je taquine, encore une fois. sont jamais bons. Mais donc voilà, ouais, effectivement, tu peux faire ça de manière assez excessive, on va dire. Encore une fois, je me suis pas blessé. Et là où c'était complexe, j'ai une anecdote. Un jour, effectivement, je reparlais de Moscou. La veille de la compète, donc j'étais là-bas, je suis arrivé 2 jours avant, parce que je pouvais pas y aller plus tôt. Alors il y en a plein qui y allaient un peu avant pour s'habituer. Alors là, il y a peu de décalage horaire, mais quand tu as beaucoup de décalage horaire, je pense à Taïwan notamment, moi j'arrivais peu de temps avant, c'est 2-3 jours max, parce que j'avais pas le temps avec le boulot. Donc j'ai essayé de partir le week-end et que la compète soit début de semaine et que je reparte juste derrière. Donc déjà là, c'était compliqué. Et j'ai plein de compètes où, d'ailleurs, il y avait le cas en Espagne où j'avais une prod TV qui me suivait et il me filme dans ma chambre d'hôtel 1 heure avant. Et j'ai un client qui m'appelle et qui me pose X questions sur un devis, sur un machin, et je suis obligé de répondre. J'ai pas le choix en fait. Je sais qu'à ce moment-là, ce que me font gagner mes sponsors, c'est pas suffisant. Enfin, disons que c'est suffisant, mais alors tu vis très 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 mal. Donc c'est pas suffisant si tu veux vraiment perfer. Donc ce boulot, c'est aussi ce qui me fait, qui me fait marcher. Donc je suis obligé, et ce qui me fait bouffer, donc je suis obligé de répondre à ce client. Et 1 heure avant, quand tu es 1 heure avant ta compète, normalement tu fais le vide et t'es pas du tout dans répondre à un client. Et je pense que finalement c'est ce qui a marché aussi pour moi, hein, dans mon truc, c'est d'avoir la tête là, et c'est ce qui me faisait pas être trop stressé. Parce que j'étais prêt et parce que j'avais la tête dans 12 000 trucs en même temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Il y en a qui gèrent le stress de manière totalement différente et on le voit quand on prend des sports tels que la course à pied. Mettez-vous dans un sas de course à pied, tu vas avoir Jean-Pierre qui est fermé, qui a ses écouteurs et qui écoute rien, qui voit rien et qui entendra juste qu'une seule chose, c'est le coup de feu au départ ou la musique de Hera, tu sais, vachement motivante et puis tout le monde s'en va. T'as Martin qui lui, il saute partout, il fait des sourires et puis limite il va taper sur le dos de tout le monde et puis au bout d'un moment tout le monde dit écoute c'est bon tu saoules là, laisse-nous nous concentrer et puis t'as le chef d'entreprise qui au bout du téléphone et puis ça part, il met le téléphone dans la poche et il y va quoi. Exactement. Et puis c'était un peu mon sas de décompression aussi parce que comme tu l'as dit c'est une entreprise le sport et j'avais mon entreprise à côté, j'avais les deux en même temps, l'un était un peu ma soupape pour l'autre, donc finalement je pense que l'ambivalence c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Après je sais que j'ai oublié une partie de ta question, j'allais dire, mais... Ouais, non, mais c'est ça. Et est-ce que justement, tu trouvais aussi certains parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat? Je veux dire, par exemple, souvent,
on associe au sport la résilience, le fameux no pain ou no brain, no gain, l'abnégation, le déni de la douleur, tout ce genre de choses. Est-ce que ça, tu le transférais... Enfin, déjà, est-ce que toi, tu trouvais ces choses-là dans le sport? Est-ce que tu le transférais dans l'entrepreneuriat? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu prenais de l'entrepreneuriat que tu emmenais dans le sport? Par exemple, la rigueur. Par exemple, le fait de savoir faire le choix. Tu le disais, tes sponsors, ils te payaient suffisamment éventuellement pour vivoter, voire pour acheter des épinards, mais peut-être pas pour mettre du beurre dans les épinards. Par contre, c'était ta boîte qui te permettait, elle, de vivre et donc de performer. Tu vois, apprendre à faire ce choix-là. Est-ce que tu trouvais ces parallèles et est-ce que l'un nourrissait l'autre et l'autre nourrissait l'un? Ouais, bah alors concrètement, oui, très clairement. En fait, d'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est marrant, j'en parlais ce matin. Dans mes recrutements actuellement, le premier truc que je regarde, c'est pas les diplômes, c'est pas l'expérience, c'est si tu fais du sport et à quel niveau. Et si tu marques que tu as fait du sport de haut niveau, je sais que tu as un certain nombre de valeurs qui font qu'on va bien s'entendre et que même si je dois t'apprendre une partie du métier, j'arriverai à te l'apprendre, alors que ces valeurs-là, tu es obligé de les avoir par le travail que tu as produit toi-même. C'est toi, ça t'appartient, c'est à toi de base, ou alors par rapport à l'effort que tu as dû générer, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que tout ce qui est résistance à la douleur, rigueur, abnégation, résilience, c'est clairement des valeurs du sport. Et j'ai eu la chance et ou la malchance de vivre les deux en même temps. Et encore une fois, de trouver exactement les mêmes choses en même temps, alors qu'il n'y avait pas les mêmes impacts, encore une fois, parce que je savais que dans le fond, ma carrière sportive, elle allait avoir une durée de vie, une durée de péremption. Là où tu peux être entrepreneur jusqu'à très très tard, ça pose moins de soucis déjà. Tu as des sports, hein, je ne fais pas de la pêche sportive, où je pourrais dire à la limite, je peux être plus vieux ou de la pétanque. Dans mon sport, c'est pas possible. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, je suis has-been complet, c'est plus possible. Mais donc je savais que le business, ça allait durer sur plus longtemps. Donc déjà, j'avais abordé les deux comme une course long terme et pas juste sur un one-shot. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre dans le sport en me disant que ce qui m'était arrivé, c'était... Je peux pas dire que c'était du hasard, parce que je déteste ce terme, pour le coup, mais que j'ai eu beaucoup de chance. Finalement, il y a eu pas mal de planètes qui se sont alignées et j'ai kiffé. On va pas se mentir là-dessus. J'ai kiffé jusqu'au terme où tu commences à avoir trop de sponsors et tu as la pression de te dire je dois justifier quand je perds, etc. Alors là, tu le justifies vis-à-vis d'eux, alors qu'à l'inverse, dans la boîte, tu justifies parce que tu dis merde, si j'ai pas rentré ce contrat, comment je paye les salaires à la fin du mois? Donc en fait, encore une fois, les deux valeurs sont les mêmes et tu les vois pas de la même manière. En revanche, quand on dit le sport de haut niveau, c'est la même chose que monter une boîte, et monter une boîte, c'est un sport de haut niveau, je valide à 10 000%, mais clairement. Bon, on avance. J'avais dit que je te prendrais pas trop de temps. Moi, je pense que les enfants vont pas tarder à arriver, donc à foutre le bordel dans l'enregistrement. Je te propose qu'on se dirige doucement vers la fin. Il y avait une question, malgré tout, que je voulais te poser, parce qu'on en a parlé en off au tout début, sur le ton de la déconne. Encore une fois, ce fameux icebreaker. Tu as les deux bras tatoués. Tu nous racontes un petit peu les histoires, et tu es obligé de les raconter parce qu'on les voit pas. Enfin, en podcast, les gens vont pas le voir. Ça n'a rien à voir avec le sujet, c'était juste pour le délire. Alors, je tiens déjà à préciser pour toutes les personnes qui nous écoutent qu'il n'y a pas de site où on me retrouvera tout nu et on verra ses tatouages. Donc désolé, je vous prie de m'excuser, je suis désolé pour vous. Alors les histoires, je vais pas tout raconter parce que, comme tu l'as dit, j'ai deux bras tatoués des épaules jusqu'au poignet, donc il y a beaucoup d'histoires derrière ça. C'est marrant parce que le tatouage, j'y suis venu du jour au lendemain. J'ai fait un premier petit tatouage, j'étais plutôt douillet et j'étais pas très réceptif à cette douleur j'étais plutôt trop réceptif à la douleur justement. Et en fait, ça a fait sourire un peu tout le monde autour qui m'a dit oula, toi t'y retourneras jamais. Et en fait, tu vois, quelques années plus tard, j'en ai de partout. C'est le toi tu y retourneras jamais qui t'a collé. Tu sais, c'est ce truc de sportif. Toi tu vas jamais gagner, toi tu vas jamais le faire, tu y retourneras jamais. Toi tu y as été. Maintenant que t'en parles, ça se trouve c'est ça. Merde, heureusement qu'on m'a dit que ça. Le défi. Mais et du coup, en fait, non, je suis parti là-dessus. Enfin, moi, ça m'est très propre. Il y a rien à retenir de ça. Mais moi, j'avais envie d'écrire une partie de mon histoire sur mes bras par principe pour pas oublier un certain nombre de choses qui me sont arrivées dans la vie. Et tu vois, je vais parler d'un premier que j'ai sur l'intérieur du biceps. 7-6-12, c'est la date de création de ma société actuelle. Donc, parce que pour moi, ça a été un gros switch dans ma vie. Je suis parti d'Australie pour monter cette boîte. J'ai quitté l'école. J'étais en parallèle encore étudiant et tout. J'ai déménagé. Et cette boîte, ça a été un gros switch dans ma vie qui était important. Donc ça a été pour moi, c'était clé, cette date. Elle était importante. On en parlait tout à l'heure. J'ai un paquet de trucs, mais dans un des crânes que j'ai, qui est tatoué sur mon bras, j'ai la forme dans l'œil qui est l'Australie.
parce que l'Australie m'a forgé, l'Australie m'a appris énormément de choses, et c'est un peu mon pays de cœur. D'ailleurs, dans le bureau, on l'entend pas, même si elle ronfle un peu, j'ai mon chien qui s'appelle Sydney. Tu vois, c'est pas un hasard. Après, j'ai pas mal de phrases, et j'ai beaucoup de phrases qui sont autour de l'effort, qui sont autour de, tu vois, fluctuat nec mergitur, elle tangue mais ne sombre jamais. Donc la résilience. J'ai un compas type rose des vents, avec à chaque point cardinal un symbole qui ressemble un peu à une flèche et qui veut dire le succès. Donc sous-entendu, peu importe où j'irai, ce sera succès. Donc j'ai pas mal de choses qui tournent autour de ça en fait, sur la réussite. Et après, bon, j'ai mon symbole qui est le lion, et Gémeaux sur l'autre côté qui est mon ascendant. Voilà, donc c'est assez drôle parce que je ne suis pas croyant, mais je suis énormément axé sur les symboles. Tu vois, j'ai beaucoup de symboles, là pareil, la réussite, le défi, etc. Il y a un truc qu'on retrouve très peu, c'est la famille, puisque moi j'ai une histoire un peu complexe là-dessus. Mais voilà, après j'ai tous les animaux totems, j'ai un loup, j'ai un corbeau, j'ai pas mal de ce qu'on appelle des glyphes, des runes, etc. Et est-ce que, tu vois, on pourrait croire que je t'ai posé une question comme ça à la con, qui sort de son contexte. Moi, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de contexte, notamment avec le sport. Et en quoi ton sport, ta pratique ou les enseignements que tu as eus dans le sport, tu les as retranscrits dans ces tatouages sur tes bras? Parce que ça fait partie de ce qui te compose, et qu'il y a un moment... je pense qu'on a différentes étapes de vie. Tu vois, on en parlait quand je suis tombé malade, que tu dois te réinventer, etc. Et c'est un peu des cocons que tu casses pour avancer. Et c'est des étapes qui t'ont constitué, qui t'ont construite. Et en fait, pour moi, c'était symbolique de mettre ces étapes sur mon bras avec un peu ce parcours comme une fresque, et ces différentes choses. Et pour que ce soit au-delà de juste ancré psychologiquement, c'est aussi ancré dans ma peau, parce que c'est comme ça que je suis. Et quand tu es sportif, il y a un paquet de trucs, même entrepreneur d'ailleurs, que tu as du mal à accepter de toi-même. Tu vois, on en parlait en préambule sur le côté HP, on en parlait sur la façon de réfléchir, sur certaines valeurs. C'est difficile, tu vois. Tu as fait le parallèle et la boutade au départ quand tu as dit putain, t'es chiant, tu as performé dans plein de trucs. C'est des images qui nous collent à la peau. Donc, c'est pas pour faire une métaphore avec le tatouage, mais je pense que plus tu vieillis, plus tu les acceptes, ces images, et tu dis en fait, je m'en fous complètement, c'est moi, je suis comme ça, et peu importe. Et c'est le cas, et je vais finir là-dessus, quand tu m'as dit, putain, moi, mon fils, il s'est fait tatouer aussi, et là, il est en train de se battre pour se faire un deuxième tatouage, et la réflexion que vous avez eue avec ta femme, c'est de dire, ouais, à 60 ans, tu vas ressembler à quoi? Et je t'ai dit, j'espère qu'il t'a répondu, à 60 ans, j'en aurais tellement rien à faire, parce que le regard des autres ne m'importera peu. Et c'est exactement ça. Donc, c'est les premières réflexions qu'on te fait, après tu dis, je m'en fous, en fait, ça, c'est mon histoire. Tant que c'est pas pour le look, parce que honnêtement j'en ai rien à faire, je suis pas The Rock, hein, je sais physiquement, voilà, je me défends, mais je suis pas The Rock non plus. Je vais pas me faire un Maori sur le pec, ça sera ridicule, ou il sera tout petit le Maori par rapport au sien, parce que j'ai moins de surface à tatouer. mais voilà, après moi je m'en fiche en fait, ça fait partie de mon storytelling en vrai. Tu sais, quand tu vas faire des conférences sur le côté pro, que tu parles aussi du sport, etc., et que tout le monde te voit comme un jeune de la tech entre guillemets, et que t'enlèves ton pull et qu'on voit que t'es tout tatoué et que t'es costaud, ils disent waouh, c'est pas un profil qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des geeks tout grands, tout secs, ou au contraire tout gras, tout gros. Bah là, moi ça fait partie de ce qui me compose. Donc c'est pas une question bête, c'est une question qui est profonde, et où tout le monde va se retrouver dans ce que je dis, mais en tout cas c'est ma réponse personnelle. Moi, je pense qu'il y en aura pas mal qui s'y retrouveront. Et puis, comme tu le dis, c'est aussi une question d'image, d'imprimer, d'imprégner son image, et puis de se l'approprier, et après de vivre avec. Parce que le tatouage aussi, c'est ça. Alors, on n'est pas sur un podcast qui parle de tatouage, mais c'est aussi ça. C'est imprégner une image et se l'approprier et l'accepter. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui, à la fin, se font retirer, à la fin ou quelques temps après, se font retirer les tatouages ou les font retravailler. Bon, ça dépend aussi peut-être parfois du tatoueur, mais ça, c'est autre chose. Écoute, on va doucement aller vers la fin. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités qui est un peu déroutante. Alors écoute bien, parce que même moi de temps en temps j'ai du mal à la tourner. En gros, si on pouvait se projeter il y a quelques années, et que tu pouvais, toi, le Kevin Soler de maintenant, rencontrer le Kevin Soler de 18 ans quand tu viens d'avoir ton bac, avant que tu fasses ta première année d'école de commerce, quand tu commences déjà à être un petit peu entrepreneur, vendre des cartes magiques, récupérer des cartes magiques contre des Warhammer, etc., etc., et que lui sache exactement qui tu es, la vie que tu vas avoir, donc que lui va avoir. Qu'est-ce que tu crois que lui, il te dirait en te voyant ?
Bah continue ainsi, c'est bien, tu as de bonnes valeurs mon grand, tu travailles bien et continue de te buter au travail, d'une manière ou d'une autre ça payera un moment ou un autre et ne vis pas avec des regrets. Donc continue sur ta lignée et tant que tu regrettes pas ce que tu fais, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce que toi tu lui répondrais quand il te dirait ça? Qu'est-ce que je lui répondrais quand il me dirait ça? Bah tu peux parler, j'estime que l'endroit où tu es aujourd'hui c'est pas suffisant, donc je vais faire mieux que toi. Excellent. Ça te convient? Je pense que c'est assez à l'image de ce qu'on a pu échanger, mais c'est le cas en fait. C'est que je dirais, enfin, ouais, parce qu'en fait, c'est marrant, ce que je dis souvent, j'ai besoin d'être inspiré par les gens avec lesquels j'échange, tu vois. Et c'est un truc, je bois les paroles de ces gens-là, mais si je suis pas inspiré ou j'ai vachement de mal tu vois, à rentrer dans la conversation, et c'est pas méchant, encore une fois, vraiment, ou un but de ma personne ou quoi que ce soit, vraiment, je parle d'une vraie conversation profonde, hein, je parle pas de futilité. Et je lui dirais, bah, moi j'estime que tu m'impressionnes pas et que t'es pas, ce que tu as fait, c'est pas suffisant pour que tu puisses me donner des conseils. Donc retourne bosser et moi je vais faire mieux. Donc, mais c'est la réalité. C'est mon côté encore un peu. C'est pas sûr. Faut toujours faire mieux. Enfin, voilà, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Après, voilà, je pense que je m'en suis bien tiré avec les cartes qu'on m'a données. Bon, ça va, ça me rassure alors parce que je crois qu'on n'était pas dans la discussion futile et qu'on s'est bien entendu. Donc ça me rassure. Super, merci beaucoup Kevin. Écoute, pour terminer, parce que c'est aussi la question traditionnelle du podcast, où est-ce qu'on peut te suivre pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissaient pas avant et qui sont charmés par tes propos, qui aimeraient en savoir plus sur ton expérience, sur ta vie de sportif de haut niveau tout en étant entrepreneur, sur ta vie d'entrepreneur tout en étant sportif de haut niveau, pour en savoir plus sur les palmiers qui sont derrière toi, mais eux ils le voient pas, il y a que moi. Bref, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te contacte? Alors LinkedIn, Kevin Soler, SOLER, où je poste beaucoup de choses parce que c'est un réseau pro, etc. Et bon, derrière, j'ai un site web. Et pour ceux que ça intéresse, c'est pas pour faire ma promo, mais j'ai fait un bouquin qui explique comment j'ai redressé ma boîte après m'être fait voler par mon ex-associé. Il y a beaucoup de conseils autour du sport de haut niveau et qui font les parallèles justement comment le sport de haut niveau m'a aidé dans cette phase qui a été très compliquée. Je vais spoiler la fin et la chute, mais mon ex-associé étant mon père, ça a été très compliqué psychologiquement et au niveau de la famille. Donc j'explique aussi, c'est purement témoignage, il y a des insights sur quels sont les petits leviers que j'ai mis en place pour que ça fonctionne, que ce soit financier, ça rentre un peu plus dans la technique entreprise pour le coup, mais ça peut être intéressant pour ceux qui vivraient une situation difficile. Un, vous n'êtes pas seul, et deux, il n'y a pas que les paillettes de ce qu'on voit et tout le monde qui réussit, il y a des échecs, mais un échec n'est pas une fin en soi à partir du moment où on se relève. Et donc suivez-moi sur LinkedIn si vous le souhaitez, en tout cas avec grand plaisir. Bon, alors moi je le dis à tous les invités qui me disent qu'ils ont écrit un livre que j'avais déjà spoté, mais pour autant que je sais que j'échange avec eux, je ne lis jamais les livres des gens que je connais s'ils ne sont pas dédicacés. Donc comme tu n'habites pas très loin d'un des endroits où je me retrouve 1 ou 2 fois par an minimum, bah, je passerai te voir, tu me le dédicaceras et je te l'achèterai à ce moment-là. Alors la seule condition, et tu ne le payeras pas, mais la condition sine qua non, c'est que tu viennes le chercher en main propre. Et il sera bien entendu dédicacé. Bon, bah ça marche, ça va. On s'entend, on est sur la même longueur d'onde. Mais écoute Kevin, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble, 1 heure d'enregistrement, 1h45 tous les deux, c'était top. Je te remercie vraiment et puis je te souhaite bonne continuation pour l'entreprise, pour le sport que tu continues à faire un peu à côté, pour l'Alpi, pour la photographie et tout. Et puis chères auditrices, chers auditeurs, je donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Alors on est d'accord, chaque athlète a une histoire unique, comme tous les athlètes que vous avez pu entendre sur ce podcast jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des athlètes, il y a aussi celles et ceux qui font le sport, il y a aussi des entrepreneurs, des experts business qui viennent nous parler de leur vision, de comment est-ce qu'on peut construire une carrière de sportif de haut niveau ou accompagner. Et justement, on a écrit le livre dans les vestiaires qui s'appelle Secret de champion. Avec Amazon, vous pouvez le faire imprimer et le recevoir directement chez vous. Sur le site, ce sera de la version électronique. Tout ça pour dire que le média dans les vestiaires œuvre pour soutenir les sportives et les sportifs de haut niveau, pour les aider à construire leur carrière et pour atteindre le plus haut niveau. Qui sait, peut-être on retrouvera une bannière dans les vestiaires sur les podiums des Jeux Olympiques. En tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec nos invités sur leurs réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et puis, chaque euro compte.
on a besoin de vous. 100% des dons sont directement reversés aux sportives et sportifs de haut niveau invités sur le podcast Dans les vestiaires. Notre objectif, c'est de mettre en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le plus simple, c'est encore de partager leurs histoires et de les aider à briller sur la scène internationale. Et ainsi, tout le monde fera un petit peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et surtout ça les aide. Allez, sportez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!